Un homme meurt sous les genoux de 4 policiers. Et le plus gros tabloïd du pays sur la peur des policiers. Pas sur l'homme mort, pas sur l'étranglement, pas sur le corps qu'on transporte déjà trop tard. Sur les policiers qui, paraît-il, combattaient pour leur vie. Voilà le génie du cadrage médiatique. Tu peux avoir un mort au sol, 4 uniformes au-dessus et réussir quand même à raconter l'histoire du point de vue des genoux. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une erreur de titre, on parle d'une mécanique, celle qui décide dans une rédaction qui devient une victime et qui devient une note de bas de page. L'homme s'appelait Eugène Obioria, 48 ans. Il est mort le 7 septembre 2006, étouffé pendant une arrestation en Norvège. 4 policiers, une prise au cou et un seul titre. 4 jours plus tard, dans le plus gros tabloïd du pays, combattant pour leur vie, pour les flics. Aujourd'hui, je te lis Alern, professeur à l'université d'Oslo. C'est pas un youtubeur cynique, c'est pas pris dans un fil X énervé à 3 heures du matin, c'est un universitaire. Et son chapitre dit quelque chose de beaucoup plus violent que toutes les punchlines. Les journalistes ne couvrent pas seulement les événements, ils choisissent quelle mort compte. On t'a appris que le journalisme, c'était un miroir tendu au monde, une fenêtre, une vitre transparente, le journaliste regarde et il raconte ce qu'il voit, neutre, honnête et inattaquable. Comme c'est mignon. Alern reprend Tushman, qui démolit la métaphore en une seule phrase. La fenêtre, ça dépend si elle est grande ou petite, si elle a beaucoup de carreaux ou peu, si elle donne sur la rue ou sur l'arrière-cour. La fenêtre fabrique la vue, toujours. Et le mot technique pour ça, c'est framing, cadrage. Entman, en 93, repris par Alern, le dit. Cadrer, c'est choisir quel morceau du réel tu rends visible. C'est sec, c'est clair, c'est dans une revue scientifique. Et ça veut dire que le journaliste, à chaque article, choisit. Il ne rapporte pas seulement, il sélectionne, il met en avant et il jette le reste. Tu sais, c'est un peu comme un menuisier qui te jure qu'il ne touche pas au bois. Il va juste scier les morceaux qu'il veut, il jette ensuite les copeaux, il vernit ce qui reste et il appelle ça un meuble. Sauf que lui, au moins, il assume. Le journaliste, lui, il appelle ça informer. Et tu vois le problème? C'est pas juste moi qui le dis dans mon sous-sol. C'est Ant-Man dans le Journal of Communication. Alors si les journalistes n'aiment pas cette phrase, qu'ils aillent se plaindre à la science. Moi, je fais juste lire à haute voix. Parce que le cadrage, c'est pas un dérapage individuel, c'est un outil du métier. Alern cite un manuel danois de journalisme. Le manuel compare le news angle à une corde à linge. Imagine, sur cette corde, le journaliste accroche uniquement les morceaux d'informations qu'il juge pertinents et le reste tombe par terre. C'est jeté pour fabriquer la réalité de 8 millions de personnes avant le déjeuner. Et ce n'est pas une anecdote. Alern écrit que dans les rédactions, on ne parle même pas de framing. On parle de quel angle, quel hook, quel handle. 3 mots qui veulent tous dire la même chose. Et ces angles ne sortent pas de nulle part. Ils sortent de routines partagées. 2 autres chercheurs, en 2000, identifient 5 grands moules. Le conflit, l'intérêt humain, les conséquences économiques, la morale, la responsabilité. Tu vois la liste? Tu ouvres un journal demain matin. Tu tombes sur un de ces moules. Toujours. Le journaliste ne se réveille pas chaque matin devant le réel vierge. Il arrive avec ses emporte-pièces. Et le Covid, alors là, c'était une masterclass du cadrage. Pas parce que tout était faux, justement non. Parce que beaucoup de choses étaient vraies, mais toutes les vérités n'avaient pas le même accès au micro. Le risque viral avait la pleine lumière, les dégâts scolaires, psychologiques, sociaux, démocratiques, eux, arrivaient souvent après la publicité. Les experts compatibles avec le cadre devenaient la science, les autres étaient controversés. Voilà le génie du cadrage. Tu n'as pas besoin d'effacer le réel, tu mets juste certains morceaux en HD et les autres en fond flou. Un autre chercheur, Johnson Carty, repris par Alern, le dit. Le reporter ne va pas forcément chercher l'info en mode enquête, il traite celle qu'on lui sert. Et voilà. Voilà le héros que tu regardais à la télé le soir. Le journaliste qui te tendait soi-disant le miroir. En vrai, il prend le sandwich qu'on lui pose sur le bureau et il le met en page 1. Alors on va me dire, mais bien sûr, mais écoute, le journaliste, il vérifie quand même. Ben oui, en fait, il vérifie que le sandwich il tient debout, pas qu'il y a quelqu'un de mort à côté du sandwich. Et là, tu pensais que c'était la cave, et ben non, c'était juste le hall d'entrée. Et maintenant, on va descendre.
Donc, comme je le disais, Obioria, il a 48 ans. C'est un Norvégien d'origine africaine, vivant en Norvège depuis plus de 20 ans. Il étudie à l'université. Mais le 7 septembre 2006, il se présente dans un bureau d'aide sociale pour contester un refus d'allocation. Le personnel le trouve menaçant. 4 policiers arrivent. Il y a une bagarre, ou ce que les médias appelleront plus tard pudiquement une scuffle. Il est mis au sol, tordu, étranglé par une prise au cou, menotté, et il s'évanouit. On le balance dans une voiture et arrivé à l'hôpital, il est mort. Probablement déjà mort dans la voiture, dit le médecin légiste. Et 4 jours plus tard, donc le 11 septembre 2006, le plus gros tabloïd norvégien, VG, sort sa une. Le titre Fighting for their lives, combattant pour leur vie. Le mort, lui, il ne se bat plus pour rien. Et l'intro va enchaîner. Les policiers se sentaient combattre pour leur vie pendant qu'un homme de 48 ans mourait dans une arrestation à Trondheim, en Norvège donc. Cette phrase contient sa propre autopsie. Les policiers se sentaient, l'homme, lui, mourait. Le verbe au sentiment pour les vivants, le verbe à la mort pour le mort. Et le tabloïd met le ressenti des vivants en titre. Le mort, c'est la subordonnée. Allerne le dit, la source principale du papier, c'est l'avocat des policiers. Pas le médecin légiste, pas la famille et pas un témoin de la rue, l'avocat des flics. Recopié sans guillemets dans le titre. Fourni clé en main aux journalistes qui traitent l'info disponible. Comme le dit Johnson Carty, comme le dit la recherche. Trois côtes du flic cassées par le coup de coude du mort, dit l'avocat. Note bien que les côtes du flic, on les compte. Le souffle du mort, on les mentionne pas. C'est comme un garagiste qui te ramène la voiture en miettes et qui te raconte longuement l'état de sa clé à molette. Parce que ce titre n'est pas un accident. C'est le résultat d'un mécanisme qu'Alern nomme par son nom. Frame Sponsorship, le sponsor du cadre. L'idée est très claire. Tout le monde n'a pas le même accès aux journalistes. La police a un porte-parole, un syndicat, un avocat, un service de com, des relations établies avec les rédacteurs, des conférences de presse organisées. L'homme qui meurt, lui, il a quoi? Il a sa famille, ses amis, une avocate et la rue. Et c'est comme un match de foot avec une équipe qui arrive avec un entraîneur, un kiné, un médecin. Et l'autre équipe arrive en tongs, avec un sandwich. Et l'arbitre, qui est le journaliste, te dit que le match a été équitable parce qu'il a sifflé pile au milieu. Allerne écrit: les cadres expriment des rapports de force entre classes, groupes et individus. Là, on n'est plus dans le détail, on est dans le rapport de pouvoir. Et maintenant le chiffre. 4 grands quotidiens norvégiens, toute la couverture entre septembre 2006 et septembre 2008. Tous les articles qui mentionnaient l'affaire Obioria, combien d'entre eux, dans le titre ou dans l'intro, font le lien explicite avec le racisme ou la discrimination? 23%. 23. Une mort raciale documentée, des manifestations dans plusieurs villes, des liens établis avec d'autres affaires de violences policières sur des étrangers. Et les trois quarts de la couverture restent dans un cadre qui peut flotter très confortablement sans prononcer le mot qui dérange. Et le pire chiffre n'est pas dans le tabloïd norvégien, il est dans un journal local, le journal qui a couvert l'affaire de plus près, qui a eu le plus d'articles, qui étaient sur place. 14%. 14. Le journal qui voyait le quartier, les manifs, les familles, c'est lui qui a fait le moins de liens avec le racisme. Plus tu es près du mort, moins tu nommes ce qu'il a tué. Magnifique performance de proximité journalistique. Être à côté et regarder ailleurs. Toi, le petit journaliste qui couvre une affaire de violence policière demain matin, avant de copier-coller la déclaration du syndicat, regarde le tableau d'Alerne et demande-toi de quel pourcentage tu vas faire partie. Toute l'info qui ne rentre pas dans ce cadre est jetée. Elle n'est pas censurée, elle n'est même pas cachée, juste pas assez pertinente. Tombée de la corde à linge dans le jardin. Le mécanisme ne se voit pas parce qu'il fonctionne par exclusion silencieuse. Il ne dit pas non, il ne dit rien, il choisit autre chose. Et la dernière phrase d'Alerne achève le travail. Un cadre avec du conflit personnel, du drame moral et un coupable individuel pour les médias, c'est une offre qu'on ne refuse pas. Une offre qu'on ne refuse pas. Le mot offer est dans le texte. Alerne décrit le marché, pas l'erreur, pas l'oubli, le marché. Le journalisme ne s'est pas trompé de technique, il a vendu ce qui se vend. Le combat des flics, c'est plus vendeur que la mort d'un homme noir. C'est sorti, c'est archivé et c'est exactement pour ça que ça dérange. Les journalistes disent qu'ils tendent un miroir au monde. La recherche dit qu'ils choisissent
quelle mort compte? Sigurd Allern en 2014, When Journalists Frame the News, dans Media and Revolt, dans les éditions Berghahn Books. Moi au moins, je cite mes sources.